Bonjour à toutes et à tous. Dans Entretien avec d'aujourd'hui, nous recevons le coordinateur de ARED Entendez, Association pour la réinsertion des enfants et la défense des droits de l'homme. Au centre de notre échange, la traite des personnes et aussi le phénomène de la vente des enfants. La loi 12 portant la lutte contre la traite des enfants en République du Tchad protège donc ces derniers. Et dans la province du Mandoul précisément, la situation est encore plus préoccupante. Et ARED en fait donc son cheval de bataille au quotidien. Puisque le coordinateur est indjamenant, nous mettons donc la main sur lui pour en savoir plus sur cette situation. Monsieur Madi Rangar Alkwa, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je le disais, vous êtes le coordinateur de ARED et puis vous êtes connu aussi pour votre engagement dans la lutte contre la traite des enfants et surtout la préoccupation pour la défense des droits des personnes, des droits de l'homme et des enfants en particulier. Pour commencer, parlez-nous un peu de cette situation, surtout dans le Mandoul. En fait, merci madame, merci de nous avoir donné cette occasion pour nous exprimer tant soit peu sur la question des droits de l'homme, sinon de la dignité humaine dans notre pays. Et vous avez précisé aussi dans le Mandoul. Oui. Mais quand on parle de la traite des personnes, il y a aussi la traite interne et externe. Donc on ne peut pas parler de la traite et de préciser une seule province. Les gens qui sont recrutés, déportés, sont exploités un peu partout, sur le territoire national, mais aussi dans d'autres pays voisins, des pays lointains, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça la question, la traite des personnes, sinon la violation des droits de l'homme aujourd'hui. Je pense qu'en tant que journaliste, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. La vie de l'homme au Tchad aujourd'hui est presque banalisée. Vous suivez un peu l'événement, ces derniers temps, les tueries un peu partout. Vous vous rappelez les tueries un peu dans le Wadaï, dans le Salamat, dont un chef de canton a été tué. Nous avons également les cas de la Mangalme, des centaines de personnes ont été tuées. Et à Léo, dans le Mayo-Kébi, des cas de mort, les gens ont été tués. Il y a Mourmouglé 1 et 2 dans le Mandoul, Mandakao et Mourugumul, et ainsi de suite, même dans le Moïchari. Voilà, donc la situation, ça c'est des cas où les gens sont affrontés publiquement. Oui, ça c'est dans les conflits. Les conflits intercommunautaires, voilà. Les conflits fonciers, voilà. Mais d'autres choses, il y a plusieurs formes de violation, des violations flagrantes, mais aussi systématiques. Et la question de droits de l'homme, il va falloir qu'il y ait la justice. Tant que la justice traîne aujourd'hui, je pense que même les magistrats sont obligés de se prononcer. Et donc, la question de la justice au Tchad pose avec acuité. Tant que la justice ne fonctionne pas bien, il est difficile de parler aussi des droits de l'homme. Il est difficile de parler de la paix. Ouais. Voilà. Et donc, même dans cette situation, les gens sont obligés de se rendre justice parce que la justice ne fonctionne pas trop bien. Et la question de la traite des personnes, ça, je pense que c'est une question qui est généralisée au pays. Beaucoup de victimes sont reconnues et publiquement, les faits se font. Même pas plus tard qu'avant-hier, il y a une Ilux qui venait de Pont-Carol avec plein de jeunes à une destination inconnue. Il y a des jeunes qui s'opposent, qui arrivés à N'Djamena, ils comprennent que là où ils sont en train de partir, ils ne comprennent pas. Et donc, il y a certains qui s'opposent. Quelqu'un nous a appelés, on est intervenu pour saisir la police. Finalement, la police les a libérés, ils sont partis avec les jeunes là. C'est en quelque sorte un recrutement. C'est un recrutement, mais le recrutement a ses principes. Il faut lancer un avis, il faut que les gens déposent les dossiers. C'est ce qui est reconnu par la loi. Mais ça, ce n'est pas un recrutement, c'est une déportation. Okay. Les gens profitent sur la situation sociale. Sinon, ceux qui déportent profitent également sur leur hiérarchie sociale et politique. Mais aussi de la situation, de la vulnérabilité économique des victimes pour les déporter à des destinations inconnues et pour se les faire exploiter dans beaucoup de domaines. Ça peut être dans l'agriculture, dans l'élevage des dromadaires, des moutons et autres, mais aussi dans l'exploitation dans les mines d'or. Il y en a qui sont exploités également dans les domestiques, ainsi de suite. Et donc, il y a plusieurs formes de traite. Et la traite en tant que telle,
par définition, selon les Nations Unies, sinon consacrés par les Nations Unies de manière universelle, à 3 éléments essentiels. Nous avons d'abord l'acte. Deuxièmement, c'est le moyen. Le troisièmement, c'est le but. Et donc, en termes de l'acte désigne le recrutement, le transport, l'hébergement, l'accueil, etc. Et le moyen désigne beaucoup plus la déportation, l'enlèvement, abus de pouvoir, abus d'autorité, et on profite également sur la vulnérabilité des victimes. Et pour le but, sinon pour des fins d'exploitation. Et donc, pour affirmer, sinon pour reconnaître que la personne est victime de la traite, il va falloir que la personne, la victime, déplace d'un lieu A à un lieu B pour des fins d'exploitation. Ça peut être une exploitation économique, exploitation sexuelle et bien d'autres exploitations. Généralement, la traite des personnes, c'est pour des fins, l'objectif, c'est pour être exploité. D'accord. Mais au sein de ARED, quels sont les cas que vous rencontrez le plus souvent? En fait, on a quand même quelques typologies, sinon quelques types de traites que nous avons identifiés. Nous avons l'exploitation dans l'agriculture et l'exploitation dans l'élevage. C'est là où je faisais allusion à l'élevage des dromadaires, des bœufs et même des moutons. Sinon, les enfants bouviers d'une manière générale. Voilà, les enfants bouviers, c'est là où je dis l'élevage. Et nous avons également l'exploitation dans les mines d'or, les jeunes qui sont déportés pour être exploités dans la zone septentrionale, mais aussi en Centrafrique pour exploiter de l'or. Il y en a qui traversent également la frontière pour être vendus en Libye. Et nous avons aussi la traite par prélèvement d'organes. Il y a des personnes qui déportent, les personnes qui enlèvent leurs organes. Je pense en septembre 2023, il y a un enfant de 12 ans qui, les gens ont enlevé ses yeux ici à N'Djamena, à Walia, et à Sar, dans un passé récent. Il y a également des criminels qui tuent les personnes, enlèvent leur sang. Et il y a aussi... Leur sang? Voilà, il y a le sang dans la ville de Sar. Voilà. Même à Sada, dans le Mandoul, il y a une dame qui a été tuée. Les gens ont prélevé également son organe, mais on n'arrive pas à identifier également les auteurs. Donc, c'est un peu ça, la traite par prélèvement d'organes. Nous avons aussi l'enlèvement des personnes contre rançon, qui est également une forme de traite, c'est-à-dire les hommes bien armés qui débarquent dans une famille et enlèvent une personne et arrivé quelque part, ils envoient un message au père de famille pour réclamer des centaines de... Ça, c'est fréquent dans le Mayo-Kébi. Oui, c'est réclamer des millions. Sinon, l'otage sera tué ou bien ils vont traverser la frontière. Généralement, c'est aux frontières. Et donc, cette pratique se développe dans les deux Mayo-Kébi, dans les deux Logone, mais aussi au Mandoul et Moyen-Chari, l'ancien Moyen-Chari. Nous avons également enregistré ces cas-là dans la zone de Gondi, mais aussi dans la zone du lac Iro. Et donc, c'est également des cas, des formes de traite des personnes. Il y a aussi ce qu'on appelle l'enrôlement des enfants dans les forces et groupes armés, qui est également qualifié de traite. Au Tchad, je pense que nous avons également les enfants qui portent des treillis. Voilà, et donc ça, c'est une forme de traite et la loi interdit. D'abord, le Tchad a été interpellé en 2013 pour avoir impliqué beaucoup plus les enfants dans les forces et groupes, dans le groupe armé, dans l'armée, pardon. Et donc, en son temps, le feu président Idriss Déby Itno a pris des engagements. Il a pris un acte, une loi qu'on appelle la directive présidentielle pour séparer les enfants dans tout ce qui est forces et groupes armés. Et dans son temps, c'était bien. Et les enfants ont été récupérés, les enfants qui étaient associés aux forces et groupes armés ont été récupérés et réunifiés avec leurs parents à travers les actions menées par l'UNICEF et autres acteurs, mais aussi le gouvernement. Mais de nos jours, la situation a repris de plus belle. Il y a toujours les enfants qui sont, vous allez voir, au rang des militaires de la police, tout comme l'armée. Vous allez voir toujours les mineurs. Et donc, ça, c'est une forme de traite. Les enfants soldats. Voilà, les enfants soldats, c'est une forme de traite des personnes. Il y a aussi la domesticité. C'est informel, c'est des pratiques qui sont également prohibées. Et on a qualifié également de traite parce que ces jeunes qui sont exploités dans ce domaine sont déplacés d'un lieu à un autre. Beaucoup plus, ils viennent des provinces. Nous avons aussi les jeunes filles qui sont utilisées, sinon qui sont utilisées dans la maison de retraite.
Vous allez me demander, est-ce que la maison de retraite au Tchad? Il y a Ouais, des filles, justement. il y a des filles qui sont déportées, exploitées pour garder les personnes âgées. 24 heures sur 24, elles sont là pour les laver, préparer à manger et tout. Elles restent là, très loin des salles de classe, mais aussi des milieux familiaux. Il y a aussi... Donc, on enrôle la jeune fille pour ouais, aller donc exactement, vers ce travail-là. exactement. Il y a aussi l'exploitation de la mendicité d'autrui. Il y a des enfants que d'autres personnes les envoient pour quémander de l'argent et venir les verser. Ça, c'est également une forme de Les traite. enfants talibés. Exactement. Mais c'est une éducation, c'est une école, dit-on. Non, dans le Coran, dans ce qui se dit, cette pratique n'a pas été prévue. On a dialogué avec les imams qui disent que cette pratique ne figure pas, mais c'est les oustas, les enseignants là, qui pratiquent ça là pour profiter sur les enfants. Et ce qui est pire, ils exigent des quotas à ces enfants. Ils demandent 500 ou 400. Tant que tu ne verses pas, ils vont te passer à tabac. Donc, si vous voulez, ces enfants qui traînent avec la ETS en main, si vous voulez les donner à manger, ils sont réticents, ils veulent de l'argent pour aller se libérer. Sinon, ils seront passés à tabac. Et c'est chaque jour qu'ils font. Ça, c'est également une forme de traite des personnes. Il y a aussi les enfants qui sont mis en gage pour dette. Ouais. Voilà, il y a des parents qui contractent des dettes et qui envoient les enfants travailler en contrepartie pour réparer. Ça, ou alors, il y a des parents qui donnent physiquement leurs enfants à autrui pour prendre de l'argent. Ça, c'est des cas qu'on a enregistrés. C'est également une forme de traite des personnes. C'est dans ce cas de figure qu'on dit que l'enfant est vendu par son parent. Exactement. Vendu dans tout ce qu'on a expliqué, les enfants sont vendus aux yeux de la loi. Tout ce qu'on a expliqué, sauf peut-être les enfants soldats. Ça, ils ne sont pas vendus, mais ils sont envoyés dans là où leur âge n'atteint pas. D'accord. Et aux yeux de la loi, c'est une pratique qui sape également les normes internationales, tout comme les textes nationaux. Et nous avons aussi plusieurs d'autres formes comme le mariage d'enfants, l'exploitation sexuelle, sinon le proxénétisme, et bien d'autres formes de traite des personnes. Proxénétisme, est-ce que ça existe aussi ici? Mais ça existe, c'est des pratiques qui se font en sourdine. La pratique de la traite de manière générale, c'est des pratiques très sensibles qui se font de manière discrète et donc c'est difficile d'identifier. Si vous n'avez pas cette lecture, vous allez vivre avec une victime de la traite dans une famille pendant des années. Vous n'allez même pas vous rendre compte qu'elle est victime de la traite. Donc il faut avoir également cette lecture pour en savoir. Là, c'est le cas de la situation des enfants qui sont mis en gage. Je suis un peu curieuse d'en savoir un peu plus comment ça se passe, puisque vous faites aussi de la récupération de ces enfants et votre cheval de bataille, comme je le disais tantôt, c'est le travail que Arrête fait au quotidien. Est-ce que quelle est cette situation-là? Comment ça se passe et c'est que vous pouvez partager avec nous? Nous avons un cas qu'on a eu à gérer, mais c'était un peu difficile. Il y a une dame qui a donné son enfant à un militaire contre 15 000 francs, sa fille. Et ça, c'est un mariage? Non, elle est encore mineure. Elle a mis en gage pour contracter la dette. Elle n'a même pas l'intention de la donner en mariage. C'était pour contracter cette dette de 15 000 francs là. Parce qu'elle serait un peu dépassée. Coincée. Voilà. D'accord. Après des années, le militaire a disparu dans la nature avec l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Elle nous a contactés. C'est d'autres parents qui nous ont contactés. Mais elle cherchait son enfant, mais elle ne voulait pas que les gens comprennent. Oui. Donc, ses cousines nous ont contactés et on a vérifié l'information, c'est vrai. Mais le militaire, on ne connaît pas sa position jusqu'à là. Il y a également bien d'autres cas pareils qu'on a aussi eu à gérer. Mais c'est quand même inhumain. C'est très, très grave. C'est de la cruauté. Une personne qu'on la met en gage, une personne qu'on la vend. Vous voyez, au XXIe siècle. Peut-être qu'elle n'est pas consciente de cet acte. Bon, mais elle fait parce qu'elle voulait avoir de l'argent. Mais la personne humaine n'est pas du domaine du commerce aux yeux de la loi. Tout à fait. Nous avons également une autre forme de traite. C'est la question des jeunes qui sont déportés pour être exploités dans les mines d'or. Oui. Ça, c'est également c'est très grave. Il y a également la traite, sinon l'esclavage foncier. Mais les jeunes qui sont déportés pour être exploités dans les mines d'or, il va falloir reconnaître que c'est une situation qui est extrêmement grave. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se fait, mais les jeunes continuent à partir
Alors que d'autres qui sont allés là-bas, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont coupé leurs tendons, il y en a qu'on les attache derrière les véhicules et on les traîne sur les goudrons pour qu'ils meurent. Il y en a on a refusé de les donner de l'eau pour qu'ils meurent de soif. Mais ils, ce sont les maîtres. Exactement. Et je pense que vous avez suivi un peu les choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et généralement, ces jeunes sont déportés dans le Mandoul, le Moyen Chari. Ça, je voudrais un peu cartographier la situation. D'accord. Voilà, l'ancien Moyen Chari, les deux Logon, la Tangilé, les deux Mayo-Kébi, la ville d'Indiamena, c'est également une zone de transit de destination. La zone, il y a également les enfants sinon les personnes victimes, il y a le Wadaï, il y a le Gira, il y a le Salamat, il y a le Bata et il y a aussi le lac. Là, ce sont les zones pourvoyeuses, sinon les zones de départ massif des victimes. Là, on déporte, on trompe, on enlève. Ils viennent de partout, de toutes les villes? De toutes ces provinces que je viens de citer. D'accord. Et donc, ils sont exploités généralement un peu dans toutes les provinces du Tchad, mais aussi ils traversent les frontières pour se rendre un peu dans les pays voisins, tout comme dans le Golfe. Et comme j'avais dit ici que le Tchad est un pays de destination par rapport à sa situation géographique, il y a d'autres victimes du Niger, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest, qui traversent le Tchad pour se rendre dans le Golfe, mais aussi pour aller en Libye, pour traverser la Méditerranée. Donc, ça, on parle également de la traite transfrontalière. Et sinon, la crime transfrontalière. Il y a aussi, on a récupéré un enfant camerounais au Soudan. Il serait vendu par un officier tchadien. Et là où ce que l'enfant nous a dit, on a pu le réunifier avec ses parents au Cameroun par l'entremise de notre représentant dans la zone. Et il y a beaucoup d'autres cas quand on explique. Généralement, ceux qui sont déportés pour être exploités dans les mines d'or, sinon les orpailleurs, ils sont vendus par vague. Hein. Je vous rappelle que ça fait 2 semaines, il y a un village du canton Koumra, et 50 jeunes ont été enlevés, ils sont partis. 50 jeunes pour un village. 50 à la fois? Oui, un jour, en un seul jour. Et c'est chaque jour que cette situation se développe. Et mais le village se vide carrément de ses bras valides. Mais dans le lac Hiro, c'est pire. Il y a des villages qu'on ne peut plus trouver de jeunes. Il y a des villages où on ne trouve plus de jeunes dans le lac Hiro. Mais comment vous faites pour être au courant ou être informé? Mais je vous ai dit ici qu'il faut avoir la lecture de la question. Nous sommes sur le terrain, nous avons les répondants, nous avons formé les gens qui remontent les informations en temps réel. C'est une question d'ancrage. Et donc, arrête ces actions qui sont beaucoup plus misées sur les 4 P. D'accord. J'ai fini avec ça, je vous reviens. Okay. Et donc, les jeunes qui sont déportés, sinon les victimes du Sud, arrivés à N'Djamena, on les vend. D'autres les prennent à N'Djamena pour les amener à Béché pour être vendus. Celui qui les achète à Béché les amène un peu vers Kalaït et autres villes pour être vendus. Et c'est là où on les répartisse. Il y en a qui élèvent les chameaux, d'autres qui élèvent les moutons et d'autres partent également pour être exploités dans les mines d'or. Et ceux qui sont là-bas, ceux qui partent là-bas, c'est parce que là-bas, on les regroupe. Dès qu'ils arrivent, on les regroupe et les preneurs viennent les identifier. C'est comme si on vient au marché du bétail. Et donc, ils les identifient et ils achètent les plus valides avec des grammes d'or en système de troc. Donc, la victime qui est un peu costaud, ouais. Sinon costard. Bien dodu. Voilà. D'accord. On l'achète avec des grammes d'or d'une valeur de 300 000. Et les autres, il y en a même comme moi, comme ça. Peut-être c'est les 250 000 vers le bas, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on les achète. Et ceux qui travaillent bien, sinon d'autres qui ne travaillent pas trop bien, sont aussi battus, comme on venait de le dire. Il y en a qui sont revendus également à d'autres qui on les amène vers le Soudan, la Libye, pardon. Et d'autres également qui partent vers la Centrafrique également pour exploiter également de l'or. Ceux qui sont allés un peu
vers le nord ici, si votre patron, votre maître, vous achète au moins 5, 6, 10, et que l'un de vous arrive à mourir par malheur, le corps va être déposé devant vous pour que vous travaillez en compensation de l'argent que votre maître a utilisé pour l'acheter. D'abord, vous allez enterrer le corps. Donc, le corps va rester là. C'est ce qu'ils nous ont raconté. Au cas échéant. Au cas échéant, mais vous êtes obligé de le faire. Le corps est là, pourri, devant vous. Un humain, votre ami. Et de ce quoi les mineurs? Mais c'est des mineurs comme des majeurs. Là, on parle, c'est des mineurs comme des majeurs. Il y a des mineurs, mais aussi, généralement, c'est des majeurs. Dans ce cas, c'est des majeurs. Beaucoup plus des majeurs. Mais il y a aussi des mineurs de 12 ans, 13 ans, 14, généralement de 15 ans, qui sont aussi déportés pour aller là-bas. Et la cause, sinon, comment ça se passe? Je pense que les gens créent une situation invivable dans les villages. Et donc, les jeunes sont obligés de chercher de mieux être. Et je voudrais parler de questions de l'accaparement de terres, la question également de dévastation, sinon de destruction des champs d'autrui, et bien d'autres cas. Et donc, quand ces situations deviennent intenables dans les villages, les jeunes, parfois, ils cherchent à se trouver un coin d'aspiration quelque part. Et les mêmes personnes qui créent ces situations là-bas, bien, de l'autre côté, ils proposent également comment on appelle, le travail décent, avec un salaire décent. Et on les trompe. C'est la tromperie, comme on avait dit dans la définition. Et donc, on les trompe. Tu viens, on a 6 jeunes du Mandoul qu'on a récupérés dans la zone septentrionale, qui sont des jeunes qui ont fini en santé, des infirmiers diplômés d'État. On les a dit qu'il y a des centres de santé, mais il n'y a pas de responsable là-bas, donc ils viennent là comme responsables des centres de santé. Et arrivé là-bas, ils se retrouvent derrière les dromadaires. Voilà. Et quand vous dites ils, ça veut dire que vous connaissez ceux-là qui font ces pratiques? Mais ou bien les maîtres, les bourreaux, ça veut dire les que vous maîtres les sont connaissez? connus, les maîtres sont connus, ils ne se cachent pas. Il y a le cas où on les achète, on écrit également des actes, on achète, on signe même en utilisant le sceau de l'État. Ouais. Ils sont connus. Et c'est par l'entremise des agences de voyage, on a des dossiers devant les juridictions. Parce Mais que est-ce qu'ils sont dénoncés selon les le travail que dénonciations vous ont faites? été faites. Nous avons dénoncé, il y a d'autres acteurs également qui dénoncent, les religieux, d'autres associations également qui dénoncent, et nous également on fait des dénonciations. On a des dossiers même qu'on dénonce devant les juridictions, parce que la loi 12 donne plein pouvoir aux organisations de la société civile, en son article 31, d'ester en justice en lieu et place des victimes. Et donc nous, en tant qu'acteurs, sinon une organisation abolitionniste de l'esclavage, de la traite de l'esclavage, on fait ce travail, on dénonce également devant les juridictions en déposant des actes accompagnés par nos conseils, c'est-à-dire les avocats. Mais les dossiers n'avancent pas. Nous avons plus de 120 dossiers devant les juridictions qui traînent aujourd'hui. Pour défendre ces victimes. Mais pour défendre également ces victimes. Il y a des cas où plus de 120 dossiers, mais on a difficilement 10 condamnations. Et c'est depuis Mais est-ce que des ces années. bourreaux sont quand même arrêtés? Il y en a qui sont condamnés et arrêtés, envoyés en tôle. Et quelques semaines, ils sont libres. Quelques semaines déjà, ils sont libres, ils jouissent de leur liberté et qui sont condamnés à verser également des dommages et intérêts aux victimes. Jusqu'à là, ça traîne. Il y a des cas qu'on a enregistrés à Komra comme dans d'autres provinces. Nous avons des dossiers à Béché, nous avons des dossiers aussi à N'Djamena, nous avons des dossiers dans le tribunal de Bongor, de Pala. Pala, on a pu arrêter quelqu'un de Gagal qui a vendu, lui-même il a reconnu avoir vendu des gens qu'il ne reconnaît plus le nombre. C'est ça, sa profession. Wow. Ouais, dans un village, dans la zone de Pala. Et je pense qu'il a presque un mois déjà à la maison d'arrêt de Pala. On a déposé une plainte et on a envoyé les gendarmes, on a payé les gendarmes qui étaient allés le chercher. Et donc, il y a ça aussi. Nous avons également des dossiers au tribunal de Mondou. Nous avons le dossier au tribunal de Mbaye Koro. Il y a un monsieur dans le village de Rongondo qui vend également les enfants. Il est reconnu professionnel de la vente des personnes. Et donc, on a également engagé de poursuites contre lui. On a récupéré une fille qu'il a vendue à Iriba. On a amené la fille et puis il n'a pas reconnu les faits. Tout le monde au village le connaît.
Il a été poursuivi par le tribunal de Mbaye-Koro et le dossier est resté. Tout le monde le connaît, mais peut-être qu'on a peur de le On l'a dénoncer. arrêté. Ce que je vous dis là, il a été arrêté. On a fait sur le terrain, on a appelé le sous-préfet et tout le monde, on a fait sur le terrain au village, on lui a arrêté. On l'a mis à la disposition de la justice avant de se continuer sur Koumra. D'accord. Alors, Mais puisqu'on est arrivé déjà même à la fin de ces 26 minutes d'entretien, avant de vous laisser partir de tout ce qui précède et surtout du travail que Arrête fait au profit de ces victimes-là, si vous pouvez nous résumer ça succinctement, comment ça se fait après récupération de ces victimes, comment vous les accompagnez pour leur réinsertion dans la vie dans la vie active d'une manière générale, parce que ça fait froid au dos en tout cas. En fait, madame, je pense que nos actions sont axées beaucoup plus sur la loi. Les lois supranationales que le Tchad a ratifiées et adoptées, mais aussi les textes nationaux comme le code pénal. D'abord, la loi fondamentale qui est la Constitution, qui énonce que la traite des personnes doivent éradiquer, la traite, l'esclavage doivent être éradiqués sous toutes leurs formes. Nous avons également la loi 12, qui est une loi spéciale, loi spécifique en la matière. Et Arrête axe ses actions sur 4 P, comme j'avais dit, la prévention. Oui. En prévention, nous faisons beaucoup plus le travail de dénonciation, de sensibilisation. On déploie un plan intégré de communication dans les communautés, mais aussi à travers les médias comme les vôtres et bien d'autres. On fait également le plaidoyer à l'échelle locale, nationale et internationale. Et nous faisons aussi la récupération, l'identification et récupération des victimes. En deuxième P, nous faisons la formation de ces victimes. Nous avons également une école avec aujourd'hui 885 élèves. Et cette école est créée essentiellement à l'intérêt de ces enfants. C'est créé par Arrête. Et à l'intérieur du centre. À l'intérêt des enfants victimes de la traite et bien d'autres vulnérables. D'accord. Voilà. Et nous avons également, à travers cette école, nous accueillons les enfants réfugiés, les enfants des handicapés, les enfants handicapés, les enfants des parents handicapés, également des orphelins et autres vulnérables qui sont là, l'ARED les prend en charge, à l'exception des enfants pensionnaires de l'ARED qui sont également au centre, parce que l'ARED a un centre de réinsertion des enfants victimes de la traite et autres vulnérables. Et donc, il y a des enfants qui sont pris en charge entièrement pendant au moins 1 à 2 ans par ARED, et après, on les réinsère dans la vie active. Et donc, le 3e P, c'est la réinsertion, comme je venais de dire. Le 2e P, il y a aussi la réinsertion, suivi et réinsertion de ces victimes. Et il y a également la prise en charge médicale. On accompagne ces victimes également dans les hôpitaux. Et là, on prend beaucoup plus les victimes de la traite, les victimes de l'excision, les victimes de VBG de manière générale. Parce qu'on intervient également dans le cadre de VBG. Si vous vous rendez compte, il y a une passerelle entre la traite des personnes et VBG. Et donc, cette activité, cette question de VBG également intéresse aussi ARED. Et donc, nous intervenons également dans ce domaine. Et troisième, il y a également la prise en charge psychosociale. On a une psychologue qui intervient également dans ce domaine et qui fait un travail remarquable pour un peu soigner le traumatisme de ces victimes. 3e P, maintenant, c'est la poursuite. Et donc, comme je venais de dire, à travers la loi 12, en son article 31, nous dénonçons devant les juges. Et nous travaillons également et Arrête à un service d'aide juridique. Et donc, tout citoyen qui veut avoir l'accès à la justice vient à Arrête, on met la parole dans sa bouche, comment parler devant les juges, mais aussi on l'aide à rédiger les actes. Mais dans un premier temps, si c'est une affaire civile, on tente également de régler, de les concilier. À Arrête, si ça nous dépasse, on les envoie devant les juridictions, mais tous les cas de crimes et de crimes et autres, on envoie directement devant le tribunal parce que ce n'est pas notre compétence. Et donc, ça, c'est le 3e P. Et le 4e P, c'est le partenariat. C'est peut-être ce qu'on est en train de faire, c'est le partenariat ARED-ITV et le partenariat avec les partenaires locaux au niveau national, avec les ministères comme le ministère de la Justice, le ministère de la Femme, le ministère de la Sécurité, ministère de la Solidarité, de l'Action sociale, ministère de l'Éducation, Santé et autres, avec les représentants qui sont un peu dans les différentes provinces. On collabore également avec ces ministères, mais aussi au niveau central.
Nous travaillons également beaucoup plus. Quand on parle de plaidoyer, on travaille également avec les chanceliers au niveau local, mais aussi avec des institutions internationales, comme participation à l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi l'Assemblée des peuples, parce que au siège des Nations unies, il y a deux activités. Quand on parle de l'Assemblée générale, il y a l'Assemblée générale, mais aussi l'Assemblée des peuples. Et on participe également à l'évaluation périodique universelle à Genève. C'est également un travail des experts des Nations unies où on participe. C'est un mécanisme dans lequel tout pays du monde, membre des Nations unies, doit passer pour présenter les avancées de leur pays en matière de droits de l'homme. Et donc là, il y a 3 rapports, le rapport du gouvernement, le rapport de la société civile et le rapport des partenaires, oui, essentiellement des Nations unies. Et ils vont essayer de contrebalancer les rapports, mais chaque participant doit présenter son rapport et assortir des réponses parce qu'il y a des experts qui posent des questions. Et donc voilà, mais les partenaires, on collabore également avec les partenaires nationaux, mais aussi les partenaires de la sous-région. ARED est membre du réseau G5 Sahel lutte contre la traite des personnes, qui est aussi membre du réseau international de lutte contre l'esclavage basé sur l'ascendance, qui est basé, membre plutôt africain, qui est basé à Dakar, et qui est aussi membre du réseau international, le réseau mondial, qui est basé à New York, aux États-Unis. Et donc, on fait un travail de fourmi, de fil à aiguille avec ses partenaires. Et au niveau local, on travaille aussi beaucoup plus avec les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme de manière générale. Vous savez que la question de la traite, on ne peut pas, comme j'avais dit au départ, on ne peut pas mener en vase clos. Et ce qui nous interpelle, dans d'autres pays, quand on vient à des conférences, les intellectuels, les docteurs, les professeurs, les avocats et autres viennent avec les étudiants dans les conférences et ils mènent des actions de recherche pour publier. Et les jeunes, les étudiants prennent part et à leur tour, ils prennent ces questions-là pour faire en termes de leur thème de mémoire pour essayer de présenter à sortir des conclusions. Malheureusement, au Tchad, ce n'est pas le cas. Et là, on demande, voilà, les chercheurs, les anciens chercheurs surtout, et vous également, des médias, c'est une question qui est extrêmement grave. Et je pense qu'en ce dernier temps, vous faites quand même des efforts. Vous cherchez à rencontrer les acteurs pour essayer de voir. Mais dans un passé récent, c'est les acteurs qui viennent vers vous. D'accord, en tout cas, ça commence toujours de quelque part. Maintenant, on est arrivé à la fin. En 1 minute, si vous pouvez, en 1 minute, est-ce que vous êtes compris dans votre localité? Est-ce que vous avez un message surtout pour aider à réduire ces formes de la traite, surtout dans le Mandoul? Il paraît que c'est le QG là-bas. En fait, pour finir, je dirais qu'on a compris. Dans un premier temps, on n'a pas été compris. Mais en ce dernier temps, je peux dire que les données sont mitigées. On est compris par les uns et les autres ne nous comprennent pas, refusent de nous comprendre. Mais ils comprennent, mais ils refusent de comprendre. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Mais s'il y a un message à donner, je voudrais parler au président de la République, qu'il est le président de tous les Tchadiens, comme il a l'habitude d'affirmer. Mais cette couche vulnérable, sinon très vulnérable, les victimes de la traite, c'est la pire des violations des droits de l'homme. Parce que si la personne est tuée, les parents vont organiser le deuil et ça s'arrête. Mais si la personne est déportée et exploitée, amenée ailleurs, vous savez que vous imaginez un peu ce que ces parents ressentent si c'était vous qu'on déporte votre mari, ou bien votre fils, ou alors l'un de vos parents. Comment vous ressentez? Et le deuil ne finit pas. Ouais. Il y a une éternelle interrogation sur cette famille-là. Est-ce que la victime est en vie? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est morte, on l'a enterrée ou pas? Est-ce qu'elle va revenir un jour? Et la nuit, quand quelqu'un toque à la porte, on pensait que c'est la victime qui revient. Et donc, cette famille question reste posée, voilà. Et malheureusement, on est resté sur notre sort. C'est l'heure pour le journal, donc on est obligé d'interrompre l'entretien pour peut-être on aura un autre espace ou bien un autre moment pour en parler. Sinon, pour l'instant, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Voilà, c'est tout pour cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.